Ils l'ont traîné dans une salle d'audience où la justice était déjà condamnée avant même qu'il ne parle. Êtes-vous prêt à entendre une vérité qui brûle? Dans la chaleur étouffante de Lyon, Luc Moreau, un ancien commando de marine noire, héros méconnu de la France, fut traîné devant un tribunal pour des accusations mensongères, violence et désordre public, après avoir désarmé un agresseur dans un marché animé. La salle d'audience, saturée de regards hostiles, vibrait d'une tension palpable. Les murmures de racistes fusaient. « Ces gens-là ne savaient que semer le chaos », cracha un spectateur, tandis qu'un policier ricana. « Retourne d'où tu viens, sauvage !» Luc, droit et inébranlable, affronta ce mépris avec un silence qui criait plus fort que leurs insultes. Mais l'injustice ne s'arrêta pas là. Le juge Pierre Dubois, un homme blanc au visage dur, connu pour son mépris des minorités, ordonna à Luc de s'agenouiller publiquement, un acte destiné à l'humilier devant une foule avide de spectacles. Chaque mot du juge, chaque ricanement du public était une lame plantée dans la dignité de Luc, un héros qui avait risqué sa vie pour la France dans des missions secrètes. Cette scène n'était pas seulement un procès, c'était une mise en scène cruelle, un théâtre de la haine raciale où la vérité était étouffée sous le poids des préjugés. Pourtant, dans ce chaos, une lueur d'espoir allait surgir, prête à renverser ce tribunal corrompu et à rendre à Luc l'honneur qu'on lui avait volé. Avant de plonger dans cette histoire d'injustice qui vous fera bouillir de rage, si vous êtes touché par ce récit, laissez un commentaire avec le chiffre 1 et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Si vous n'êtes pas convaincu, un simple like nous aidera à continuer. Restez jusqu'à la fin, une révélation choc vous attend. La salle d'audience de Lyon, encore frémissante de l'humiliation infligée à Luc Moreau, vibrait d'une tension nouvelle, comme si l'air lui-même refusait de respirer. Dehors, la pluie s'était remise à tomber, martelant les vitres du tribunal comme pour dénoncer l'injustice qui se jouait à l'intérieur. Luc, toujours droit, les poings serrés mais posés sur ses cuisses, fixait le vide devant lui. Pourtant, dans cette salle saturée de haine, le juge Pierre Dubois, un homme blanc au regard glacial et à la réputation entachée par son mépris des minorités, semblait savourer son pouvoir. Il ne se contentait pas de juger, il orchestrait une mise à mort symbolique, un spectacle où la justice n'était qu'un décor pour sa cruauté. D'un geste théâtral, il frappa son marteau et ordonna d'une voix tranchante « À genoux, monsieur Moreau !» La foule, composée presque exclusivement de visages blancs, éclata en murmures approbateurs. Une femme dans le public, les lèvres pincées, chuchota à son voisin « Ce genre de personne doit être remis à sa place ». Un policier, appuyé contre le mur, ricana bruyamment « Retourne dans ta jungle, toi !» Ces mots, acides et venimeux, transpercèrent l'air, visant non seulement Luc, mais aussi tout ce qu'il représentait. Un homme noir, un héros décoré, un Français dont le pays semblait oublier la valeur. Luc ne bougea pas immédiatement. Ses yeux, sombres et profonds, balayèrent la salle, non pas en quête de pitié, mais comme pour graver chaque visage dans sa mémoire. Il n'était pas là pour supplier. Il était là pour survivre. Pourtant, sous le poids des regards et des insultes, il plia lentement un genou, non pas en soumission, mais avec une dignité qui fit trembler l'atmosphère. Chaque mouvement était calculé comme s'il disait « Vous pouvez me forcer à m'agenouiller, mais vous ne briserez jamais ce que je suis. » La salle, au lieu de triompher, s'enfonça dans un silence gêné. Même les plus arrogants détournèrent les yeux, incapables de soutenir le regard de cet homme qui, même à genoux, semblait plus grand que tous. Mais Pierre Dubois, insensible à cette force muette, frappa à nouveau son marteau, son visage rouge de colère contenue. « Vous n'êtes pas au-dessus de la loi, Moreau !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un défi personnel. « Ici, votre passé de soldat ne vaut rien. » Ces mots, lourds de mépris, étaient une gifle non seulement à Luc, mais à chaque sacrifice qu'il avait fait pour la France, à chaque mission où il avait risqué sa vie dans l'ombre. Dans la foule, l'hostilité s'intensifia. Un homme, vêtu d'un costume élimé, se leva brusquement et lança « Pourquoi on laisse des gens comme lui salir nos rues ?» La salle éclata en acclamations, un chœur de haine qui semblait prêt à déborder. Un autre spectateur, une femme d'âge mûr, serra son sac contre elle comme si Luc, menotté et à genoux, représentait une menace imminente. Le policier près de la porte, celui qui avait insulté Luc plus tôt, s'avança d'un pas, sa main frôlant son arme, un sourire narquois aux lèvres. « Reste à ta place, garçon », murmura-t-il, assez fort pour que la foule l'entende et s'esclaffe.
Cette salle d'audience, censée incarner la justice, était devenue un cirque de préjugés, où chaque mot, chaque geste était une arme pour écraser un homme dont le seul crime était sa couleur de peau. Pourtant, au milieu de ce chaos, un éclat de vérité perça. Moussa, le garçon de 10 ans dont la mère avait été sauvée par Luc, se tenait dans le fond de la salle, les poings serrés. Ses yeux, brillants de larmes contenues, fixèrent Luc avec une intensité qui contrastait avec son petit corps frêle. Il griffonna frénétiquement sur un bout de papier. « Luc a sauvé ma mère. Vous mentez tous !» Dans un élan de courage, il se leva, ignorant les regards hostiles, et lança le papier vers l'estrade du juge. Le projectile atterrit au pied de Pierre Dubois, qui le ramassa d'un geste dédaigneux avant de le déchirer sans même le lire. « Silence, petit !» aboya-t-il, provoquant un rire cruel dans la foule. Mais Moussa, loin de reculer, cria de toutes ses forces. « Vous êtes tous des menteurs !» Sa voix, aiguë mais puissante, déchira le vacarme, faisant vaciller l'arrogance de Dubois pour un instant. Les spectateurs se turent, choqués par l'audace d'un enfant qui osait défier l'injustice là où les adultes s'étaient tus. Luc, toujours à genoux, tourna légèrement la tête vers Moussa. Un regard, bref mais chargé de sens, passa entre eux. Ce n'était pas de la gratitude, mais une promesse silencieuse. « Je ne plierai pas, pas pour eux, mais pour toi. » Ce moment, fragile mais incandescent, fit trembler la salle. Même les plus haineux sentirent une fissure dans leur certitude. Le juge, déstabilisé, frappa son marteau à nouveau, mais le son semblait faible, comme étouffé par la vérité que Moussa avait osé crier. Henri Lefebvre, le procureur, se leva, son sourire narquois vacillant. Il tenta de reprendre le contrôle. « Votre honneur, cet homme est un danger public, un ancien soldat incapable de se conformer à la société civile. » Mais ces mots sonnaient creux, éclipsés par le courage d'un enfant et la dignité d'un homme à genoux. Cette scène n'était pas seulement un affrontement entre un homme et un système, c'était une guerre entre la vérité et le mensonge, entre la dignité et la haine. Chaque insulte, chaque ricanement, chaque coup de marteau de Pierre Dubois renforçait l'injustice, mais aussi la force de Luc. Il ne parlait pas, mais son silence hurlait plus fort que leurs accusations. La salle, désormais divisée, oscillait entre ceux qui jubilaient et ceux qui, pour la première fois, ressentaient une honte diffuse. Quelque chose d'invisible mais puissant se brisait dans l'air, comme si la vérité, longtemps étouffée, attendait son moment pour exploser. Et ce moment, porté par l'arrivée imminente de Claire Vasseur, allait transformer ce tribunal en un champ de bataille où la justice, enfin, pourrait montrer son vrai visage. La pluie, qui battait les fenêtres du tribunal de Lyon, semblait hurler en écho à l'orage qui grondait dans la salle d'audience. L'humiliation imposée à Luc Moreau, agenouillé sous l'ordre cruel du juge Pierre Dubois, avait transformé l'atmosphère en un champ de bataille invisible où chaque regard, chaque murmure était une arme. Mais dans ce chaos d'injustice, la foule, majoritairement blanche, ne se contentait pas de regarder, elle participait, alimentant une haine palpable qui électrisait l'air. Des rires étouffés jaillissèrent des bancs, des chuchotements venimeux circulaient comme un poison. « Regardez-le, ce prétendu héros, à sa place maintenant », lança un homme bedonnant, son ton chargé de mépris. Une femme serrant un chapelet marmonna « Ces gens-là n'ont rien à faire ici, ils troublent notre paix. » Un autre, plus audacieux, cria « Retourne en Afrique, toi !» Les mots, comme des lames, visaient à déchirer non seulement la dignité de Luc, mais son existence même en tant que Français. Un homme qui avait versé son sang pour ce pays dans des missions que ses spectateurs ne pouvaient même pas imaginer. Luc, toujours à genoux, le dos droit comme une colonne d'acier, ne scia pas. Ses yeux, fixes et profonds, ne cherchaient ni pitié ni confrontation. Ils observaient, enregistraient, comme s'ils gravaient chaque insulte, chaque visage, dans une mémoire forgée par des années de discipline militaire. Mais l'hostilité ne venait pas seulement du public. Le policier près de la porte, celui qui l'avait insulté plus tôt, s'avança, son arme ostensiblement dégainée, non pas pour menacer directement, mais pour afficher sa supériorité. « Reste là-dessous, c'est mieux pour tout le monde », grogna-t-il, provoquant un éclat de rire dans la foule. Ce n'était pas seulement un tribunal, c'était une arène où Luc, seul, était jeté au lion, son passé héroïque réduit à une caricature par des préjugés racistes. Pierre Dubois, perché sur son estrade, semblait orchestrer ce spectacle avec une jubilation froide. « Monsieur Moreau, votre silence ne vous sauvera pas ici »,
dit-il, sa voix dégoulinant de sarcasme. Dans mon tribunal, la loi parle, pas les soldats noirs qui se croient au-dessus d'elle. Chaque mot était un coup, calculé pour briser non seulement Luc, mais l'idée même qu'un homme comme lui puisse mériter le respect. Soudain, un mouvement inattendu brisa le tumulte. Dans le fond de la salle, une adolescente, Aïcha, une immigrée maghrébine de 16 ans qui avait assisté à l'incident au marché, se leva brusquement. Ses mains tremblaient, mais sa voix, aiguë et brisée par l'émotion, perça le brouhaha. « Vous mentez tous! Luc a arrêté un homme armé, il a sauvé une femme. J'ai tout filmé. » Elle brandit son téléphone, l'écran allumé montrant une vidéo floue mais accablante. La foule se tut, choquée par cette intrusion. Pierre Dubois, furieux, aboya. « Saisissez ce téléphone. Ce n'est pas une preuve admissible. » Un huissier s'élança, arrachant l'appareil des mains d'Aïcha, qui se débattit en criant « Vous ne voulez pas la vérité. Vous le haïssez à cause de sa peau. » Le geste brutal de l'huissier, qui la repoussa violemment contre le banc, fit sursauter plusieurs spectateurs. Une vieille femme, jusque-là silencieuse, murmura « C'est trop... c'est injuste. » Mais son murmure se perdit dans le chaos, tandis que le policier, enhardi, s'approcha d'Aïcha, menaçant « Assieds-toi, ou tu finiras comme lui. » Luc, toujours à genoux, tourna légèrement la tête vers Aïcha. Ses yeux, pour la première fois, trahirent une lueur de douleur, non pas pour lui-même, mais pour cette jeune fille qui risquait tout pour dire la vérité. Il ne parla pas, mais son regard était un cri muet. « Tiens bon !» Ce moment, fugace mais électrique, fit vaciller l'arrogance de la salle. Même les plus virulents dans la foule commencèrent à détourner les yeux, mal à l'aise, comme si la vérité, portée par la voix d'une adolescente, avait percé leur mur de préjugés. Henri Lefebvre, le procureur, tenta de reprendre le contrôle, sa voix tremblante de rage contenue. « Votre honneur, cette interruption est une insulte à la cour. Cet homme est un danger, et ces gamins ne font que confirmer son influence néfaste. » Mais ces mots, autrefois assurés, sonnaient désormais comme une défense désespérée. La salle, désormais fracturée, oscillait entre ceux qui s'accrochaient à leur haine et ceux qui, touchés par le courage d'Aïcha, commençaient à douter. Le juge Dubois, sentant la tension monter, frappa son marteau avec une force qui trahissait sa nervosité. « Silence !» hurla-t-il, mais sa voix, habituellement autoritaire, portait une fêlure. L'intervention d'Aïcha, bien que réprimée, avait planté une graine de révolte. La vidéo, même confisquée, flottait dans l'air comme une menace invisible. Et Luc, toujours à genoux, n'était plus seulement une victime d'un système corrompu. Il devenait un symbole, un homme dont le silence hurlait plus fort que les insultes. La salle, divisée, frémissait d'une énergie nouvelle, comme si l'injustice, en s'exposant si crûment, avait allumé une mèche. Ce tribunal, ce théâtre de haine, était sur le point d'être bouleversé par une force que ni Dubois ni Lefebvre ne pouvaient anticiper. La vérité, portée par une adolescente et soutenue par l'arrivée imminente de Claire Vasseur, prête à faire trembler les murs de ce lieu corrompu. Dans l'enceinte suffocante du tribunal de Lyon, où la vérité semblait étouffée sous le poids des préjugés, Luc Moreau restait à genoux, son corps immobile mais son esprit d'acier. La salle, encore secouée par le cri d'Aïcha et la confiscation brutale de son téléphone, vibrait d'une tension prête à exploser. Les murs, ornés de portraits de juges austères, semblaient observer en silence, complices d'une injustice qui se jouait sous leurs yeux. Mais Luc, malgré l'humiliation imposée par Pierre Dubois, ne ployait pas. Son regard, fixe et insondable, n'était pas celui d'un homme brisé, mais d'un combattant qui attendait son heure. Chaque insulte, chaque ricanement de la foule majoritairement blanche, chaque coup de marteau du juge n'était qu'un écho des batailles qu'il avait déjà affrontées, non pas sur des champs de guerre lointains, mais ici, dans un pays qui refusait de reconnaître sa valeur à cause de sa peau. La foule, galvanisée par la répression d'Aïcha, retrouvait son arrogance. Un homme, le visage rouge de colère, lança « C'est toujours pareil avec eux, ils provoquent et pleurent ensuite. » Une femme, brandissant un journal froissé, ajouta d'une voix stridente « Pourquoi la police ne les expulse pas tous ?» Ces paroles, crues et chargées de haine, faisaient bouillir l'atmosphère, transformant la salle en un chaudron de racisme décomplexé. Le policier près de la porte, celui qui avait menacé Aïcha, s'avança encore, son sourire cruel illuminé par la lumière blafarde des néons. « À ta place, je fermerai ma bouche, » dit-il à Luc, assez fort pour que la foule applaudisse. Mais Luc ne répondit pas. Il ne sia pas.
Son silence, loin d'être une capitulation, était une arme, une force qui déstabilisait ses bourreaux. Pierre Dubois, sentant que l'attention lui échappait, frappa son marteau avec une rage mal contenue. Monsieur Moreau, votre attitude défiante aggrave votre cas, tonna-t-il, son visage crispé par une fureur qui trahissait son insécurité. Vous n'êtes pas dans un camp militaire ici, mais dans un tribunal français. Le mot français, prononcé avec un mépris appuyé, était une insulte déguisée, un rappel que, pour lui, Luc n'appartenait pas à cette nation. Soudain, un incident inattendu fit basculer la salle dans le chaos. Une femme d'âge mûr, jusque-là discrète, se leva dans le public, tremblante mais déterminée. C'était Safia, la mère de Moussa, la femme que Luc avait sauvée au marché. Ses yeux, rougis par les larmes, brillaient d'une colère contenue. « Vous parlez de justice ?» cria-t-elle, sa voix perçant le tumulte. « Cet homme a risqué sa vie pour moi et vous le traitez comme un criminel. » Elle sortit de son sac une photo froissée, prise au marché juste après l'incident. Luc, debout, désarmant l'agresseur, tandis qu'elle, terrifiée, se tenait en arrière. La foule se tut, sidérée par cette intervention. Pierre Dubois, furieux, ordonna « Faites taire cette femme !» 2 huissiers s'élancèrent, mais Safia, dans un geste désespéré, lança la photo vers l'estrade. Elle atterrit aux pieds de Luc, qui baissa les yeux pour la première fois. L'image, bien que floue, était une preuve irréfutable de son innocence, un fragment de vérité dans ce théâtre de mensonges. La réaction du juge fut immédiate et brutale. « Saisissez-la !» hurla-t-il, pointant Safia comme si elle était une criminelle. Les huissiers la saisirent par les bras, la traînant vers la sortie sous les huées d'une partie de la foule. « C'est une honte !» cria un spectateur, mais il était impossible de savoir s'il dénonçait Safia ou l'injustice. Moussa, dans le fond, bondit de son siège, les larmes aux yeux, criant « Laissez ma mère !» Sa voix, brisée mais puissante, fit vaciller l'arrogance de la salle. Le policier, excédé, s'avança vers le garçon, levant la main comme pour le frapper, mais un murmure de désapprobation s'éleva enfin dans le public. Une vieille femme, la même qui avait murmuré plus tôt, se leva et s'interposa. « Touchez pas à cet enfant !» Sa voix, faible mais ferme, fit reculer le policier, surpris par cette résistance inattendue. Luc, toujours à genoux, releva la tête. Son regard croisa celui de Safia, puis celui de Moussa. Il ne parla pas, mais son expression, un mélange de douleur et de détermination, était un serment silencieux. « Je ne tomberai pas. » Ce moment, chargé d'une intensité presque insoutenable, fissura l'unité de la foule. Certains, mal à l'aise, baissèrent les yeux, tandis que d'autres, enhardis, continuèrent à scander des insultes. Henri Lefebvre, le procureur, tenta de reprendre la parole, sa voix tremblante. « Votre honneur, ces interruptions prouvent l'influence néfaste de l'accusé. » Mais ces mots, autrefois convaincants, sonnaient comme une excuse désespérée. Pierre Dubois, déstabilisé par l'escalade des événements, frappa son marteau à plusieurs reprises, mais le son était noyé dans le brouhaha. La salle, désormais au bord de l'émeute, oscillait entre la haine et une honte naissante. L'intervention de Safia, bien que réprimée, avait rallumé une étincelle de vérité. La photo, toujours au sol près de Luc, était un défi muet au système. Et Luc, à genoux mais invaincu, incarnait une force que ni les insultes ni les menottes ne pouvaient briser. Son silence, plus puissant que les cris, était une accusation contre un tribunal qui avait troqué la justice contre le racisme. L'atmosphère, électrique, annonçait un bouleversement imminent, porté par l'arrivée prochaine de Claire Vasseur, dont l'entrée allait faire voler en éclats ce simulacre de procès. La salle d'audience du tribunal de Lyon, transformée en un théâtre de haine où la justice était bafouée, semblait sur le point d'imploser sous le poids des émotions brutes. La photo de Safia, jetée aux pieds de Luc Moreau, gisait sur le sol comme une accusation muette contre le système. Luc, toujours à genoux, son visage impassible mais ses yeux brûlants d'une colère contenue, incarnait une résistance silencieuse qui ébranlait la foule. L'écho des cris de Moussa, de la voix brisée de Safia et des insultes racistes de la salle résonnait encore. Mais une nouvelle vague de tension monta lorsque le procureur Henri Lefebvre se leva, son visage crispé par une arrogance vacillante. La salle, divisée entre ceux qui jubilaient et ceux qui doutaient, attendait son prochain coup, ignorant que l'injustice qu'ils applaudissaient allait être mise à nu par un mensonge soigneusement orchestré.
Henri Lefebvre, ajustant son costume impeccable, s'avança vers l'estrade avec une assurance feinte. « Votre honneur, commença-t-il, sa voix mielleuse mais tranchante, l'accusé, Luc Moreau, est un homme entraîné à la violence, un ancien commando incapable de s'intégrer à la société civile. » Il brandit un dossier mince qu'il agita comme une arme. L'incident au marché n'était pas une intervention héroïque, mais une agression gratuite. Moreau a attaqué un honnête citoyen, un père de famille, sans provocation. Ces mots, distillés avec une précision calculée, étaient un tissu de mensonges. Luc n'avait pas attaqué. Il avait désarmé un homme armé d'un couteau qui menaçait Safia. Mais Lefebvre, jouant sur les préjugés de la foule, omit la vérité, décrivant Luc comme un danger ambulant dont la simple présence noire menaçait l'ordre public. « Regardez-le » ajouta-t-il, pointant Luc avec dédain. « Même à genoux, il défie cette cour. » La foule galvanisée éclata en murmures approbateurs. « C'est vrai, il n'a pas sa place ici » cria un homme dans le public, tandis qu'une femme lança « Pourquoi on tolère ces gens-là » Les insultes racistes, désormais décomplexées, pleuvaient comme des coups. Un jeune homme, enhardi, jeta un gobelet en papier vers Luc, qui atterrit près de la photo de Safia. Le policier près de la porte, ricanant, ne fit rien pour intervenir, son regard complice encourageant le chaos. Pierre Dubois, le juge, frappa son marteau, mais son autorité semblait s'effriter. « Silence !» hurla-t-il, mais sa voix trahissait une nervosité croissante. Il se tourna vers Luc, son visage rouge de colère. « Vous n'avez rien à dire pour votre défense, monsieur Moreau, ou votre silence est-il une autre preuve de votre arrogance ?» Ces mots, lourds de mépris, étaient une invitation à briser Luc, à le pousser à craquer sous le poids de l'injustice. Mais Luc ne craqua pas. Son regard, toujours fixé droit devant, était une forteresse. Chaque insulte, chaque mensonge, semblait glisser sur lui comme l'eau sur une armure. Il ne parlait pas, non pas par peur, mais parce qu'il savait que la vérité, dans cette salle, était un otage. Pourtant, un événement inattendu fit basculer l'atmosphère. Dans le fond de la salle, un homme d'une cinquantaine d'années, Karim, un vendeur du marché qui avait assisté à l'incident, se leva soudain. Son visage, marqué par des années de labeur, tremblait de rage. « Vous mentez !» cria-t-il, sa voix rauque perçant le brouhaha. « J'étais là ! Luc a sauvé cette femme. L'homme au couteau était blanc, et vous l'avez laissé partir sans un mot. » Il sortit de sa poche un enregistrement audio capturé sur son vieux téléphone. Des cris, la voix paniquée de Safia, et celle de Luc, calme mais ferme, désarmant l'agresseur. La foule se tut, sidérée. Dubois, furieux, ordonna « Saisissez cet appareil, ce n'est pas une preuve légale. » Un huissier s'élança, mais Karim, dans un geste de défi, lança le téléphone vers Luc. Il atterrit près de la photo, un second fragment de vérité défiant le tribunal. Le chaos éclata. Une partie de la foule, indignée par l'intervention de Karim, hurla des insultes. « Menteur ! Complice !» Un autre spectateur, un homme âgé, se leva pour défendre Karim. « Laissez-le parler !» Mais il fut rapidement noyé sous les huées. Le policier, excédé, s'avança vers Karim, le repoussant brutalement contre le mur. Moussa, toujours dans le fond, cria « Arrêtez !» Sa voix, brisée par les larmes, ajouta une note déchirante à la scène. Luc, pour la première fois, bougea légèrement, ses poings se serrant imperceptiblement. Son regard croisa celui de Karim, puis celui de Moussa. Il ne parla pas, mais son silence était un cri de guerre, une promesse qu'il ne se rendrait pas pour lui, mais pour ceux qui risquaient tout pour la vérité. Lefebvre, déstabilisé, tenta de reprendre le contrôle. « Votre honneur, ces interruptions sont orchestrées par l'accusé pour semer le désordre, » cria-t-il, mais sa voix, autrefois assurée, tremblait. Dubois, au bord de la panique, frappa son marteau à plusieurs reprises. « Ordre !» hurla-t-il, mais la salle, désormais fracturée, était incontrôlable. L'enregistrement de Karim, bien que confisqué, flottait dans l'air comme une menace. La photo, l'audio, les cris de Moussa et de Safia, tout convergeait vers une vérité que le tribunal ne pouvait plus ignorer. Luc, à genoux mais invaincu, était plus qu'un accusé. Il était un miroir tendu à une société qui refusait de se regarder. L'atmosphère, électrique, annonçait une explosion imminente, portée par l'arrivée prochaine de Claire Vasseur, dont l'entrée allait briser ce simulacre de justice et exposer la vérité au grand jour. La salle du tribunal de Lyon
saturés de cris et de haine, semblaient au bord de l'effondrement, comme si les murs eux-mêmes ne pouvaient plus contenir l'injustice qui s'y jouait. La photo de Safia, l'enregistrement de Karim, les pleurs de Moussa, tous ces fragments de vérité gisaient piétinés par le marteau de Pierre Dubois et les mensonges d'Henri Lefebvre. Luc Moreau, toujours à genoux, son silence plus assourdissant que les vociférations de la foule, était un roc au milieu d'une tempête de racisme et de mépris. Mais alors que la salle oscillait entre chaos et désespoir, un frisson nouveau traversa l'atmosphère, porté par un acte de défi inattendu qui allait défier l'arrogance du tribunal et rallumer l'espoir dans les cœurs des opprimés. Au fond de la salle, un jeune homme, Jamal, un étudiant en droit d'origine sénégalaise, se leva d'un bond, son visage marqué par une rage contenue. Il n'était pas un témoin direct de l'incident au marché, mais il avait suivi l'affaire dans les journaux, écœuré par les récits biaisés qui dépeignaient Luc comme un criminel. « Assez !» cria-t-il, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. « Vous ne jugez pas un homme, vous jugez sa couleur de peau. » Il brandit une tablette sur laquelle défilait une pétition en ligne signée par des milliers de Lyonnais dénonçant les abus du tribunal. « Le peuple de Lyon voit votre mascarade », lança-t-il, projetant l'écran vers la foule. La pétition, accompagnée de témoignages anonymes de victimes d'injustices similaires, était un cri numérique contre le racisme systémique. La salle, sidérée, se tut un instant, mais Pierre Dubois, hors de lui, rugit. « Saisissez cet appareil, cette cour n'est pas un cirque !» Un huissier s'élança, mais Jamal, agile, esquiva et lança la tablette vers Luc, où elle atterrit près de la photo et de l'enregistreur de Karim, formant un hôtel improvisé de vérité. La foule explosa. Une partie, enragée, hurla des insultes. « Dehors, les fauteurs de troubles !» Un homme lança une bouteille d'eau vers Jamal, qui l'évita de justesse. Une femme, les yeux exorbités, cria « Ces immigrés veulent détruire notre justice !» Mais d'autres, touchés par le courage de Jamal, commencèrent à murmurer leur désaccord. Une vieille femme, la même qui avait protégé Moussa, se leva à nouveau. « Laissez-le parler, il dit la vérité. » Sa voix, frêle mais déterminée, rallia quelques spectateurs, créant une fracture dans la foule. Le policier près de la porte, furieux, s'avança vers Jamal, sa matraque levée. « À terre, gamin !» grogna-t-il, mais Jamal, défiant, resta debout, les poings serrés. « Vous ne me ferez pas taire !» cria-t-il, sa voix brisant le vacarme. Ce face-à-face, tendu à l'extrême, fit trembler la salle, comme si une étincelle suffisait pour tout embraser. Luc, toujours à genoux, releva légèrement la tête. Son regard croisa celui de Jamal, puis celui de Moussa, qui pleurait silencieusement dans le fond. Pour la première fois, une lueur d'émotion traversa ses yeux, non pas de la peur, mais une reconnaissance profonde. Il ne parla pas, mais son silence était un serment. « Vous n'êtes pas seul. » Ce moment, chargé d'une intensité presque palpable, fit vaciller l'arrogance de Pierre Dubois. Le juge, sentant le contrôle lui échapper, frappa son marteau à plusieurs reprises, son visage rouge de fureur. « Ordre !» hurla-t-il, mais sa voix, autrefois autoritaire, sonnait désespérée. Henri Lefebvre, le procureur, tenta de reprendre la parole. « Votre honneur, cet homme orchestre le chaos. Il manipule ces jeunes pour défier la cour. » Mais ces accusations, jadis convaincantes, étaient noyées dans le tumulte. La pétition de Jamal, bien que confisquée, flottait dans l'air comme une menace invisible, amplifiée par les cris de la foule et les pleurs de Moussa. Soudain, un nouveau rebondissement fit basculer la salle. Une femme d'une trentaine d'années, Amira, une journaliste indépendante qui avait infiltré le public, se leva, un micro caché à la main. « Tout ceci est diffusé en direct !» cria-t-elle, sa voix perçant le chaos. Elle avait retransmis la scène sur une plateforme en ligne, capturant chaque insulte, chaque acte de violence, chaque mensonge. Des milliers de spectateurs en ligne, alertés par la pétition de Jamal, regardaient le tribunal s'effondrer sous le poids de sa propre corruption. La foule, prise de panique, se divisa davantage. Certains hurlèrent « Traître !» tandis que d'autres, honteux, baissèrent la tête. Dubois, livide, ordonna « Arrêtez cette femme !» Mais les huissiers, débordés, hésitèrent de face à la caméra invisible d'Amira. Le policier, excédé, s'élança vers elle, mais Amira, intrépide, continua à parler. « Le monde voit votre honte. Luc Moreau est innocent. » Luc, toujours à genoux, ne bougea pas, mais son regard, fixé sur Amira, portait une force nouvelle.
son silence, plus puissant que les cris, était une accusation contre un système qui s'effritait sous les yeux du monde. La salle, désormais incontrôlable, oscillait entre la rage et une prise de conscience brutale. L'intervention de Jamal, la diffusion d'Amira, les fragments de vérité accumulés, tout convergeait vers une explosion imminente. Pierre Dubois, au bord de la panique, frappa son marteau, mais le son était étouffé par le chaos. L'atmosphère, électrique, annonçait l'arrivée imminente de Claire Vasseur, dont l'entrée allait transformer ce tribunal en un champ de bataille où la vérité, enfin, pourrait triompher. La porte du tribunal s'ouvrit avec une force qui fit trembler les gonds. Claire Vasseur, sénatrice respectée, entra, sa silhouette imposante vêtue d'un tailleur blanc immaculé, défiant la pluie qui ruisselait dehors. Ses yeux, aiguisés comme des lames, balayèrent dans la salle, s'arrêtant sur Luc, puis sur Dubois, dont le visage blêmit instantanément. Elle ne demanda pas la parole. Elle la prit, saisissant le micro qu'Amira venait de lâcher sous la menace du policier. « Assez de cette mascarade !» lança-t-elle, sa voix résonnant comme un coup de tonnerre. Dans ses mains, un dossier épais, marqué d'un sceau militaire, portait l'inscription « Confidentielle, Opération Ombre Noire ». La foule, figée, retint son souffle. Dubois, tentant de reprendre le contrôle, bégaya « Sénatrice, ceci est irrégulier !» Mais Claire, sans lui accorder un regard, posa le dossier sur l'estrade avec une force qui fit vibrer le bois. « Lisez ceci, monsieur le juge, avant de condamner un héros. » Elle ouvrit le dossier, révélant des documents classifiés qui détaillaient une mission au Tchad, 10 ans plus tôt. Luc, alors commando d'élite, avait sauvé Claire, alors diplomate, d'une embuscade dans un village isolé. Sous un feu nourri, il avait porté Claire, blessée, sur des kilomètres, sans jamais demander de reconnaissance. « Cet homme, déclara-t-elle, sa voix tremblante de colère, a risqué sa vie pour moi, pour la France, dans l'ombre, pendant que vous, monsieur Dubois, jouez au tyran dans votre tribunal. » Elle tourna les pages, révélant des médailles non réclamées, des rapports louant le courage de Luc, et une photo de lui, jeune, en uniforme, le regard déjà marqué par le poids du devoir. La salle, silencieuse, absorbait chaque mot comme une gifle. Lefebvre, blême, tenta d'intervenir. Ces faits n'ont aucun rapport avec... Mais Claire le coupa net. Vous n'avez pas le niveau de clairance pour ouvrir la bouche, monsieur Lefebvre. Un frisson parcourut la foule. Une femme, jusque-là hostile, laissa tomber son sac, les larmes aux yeux. Moussa, dans le fond, serra les poings, un sourire timide naissant sur son visage. Mais l'instant fut brisé par un acte de défi inattendu. Un homme dans le public, un fervent partisan de Dubois, hurla « C'est un complot! On protège les criminels noirs maintenant !» Il lança une chaise vers l'estrade, manquant Claire de justesse. Le chaos éclata à nouveau. Des spectateurs se levèrent, certains pour défendre l'homme, d'autres pour crier leur indignation. Le policier, paniqué, dégaina son arme, hurlant « Tout le monde à terre !» Mais Claire, imperturbable, resta debout, son regard défiant l'arme pointée sur elle. « Vous osez menacer la vérité ?» lança-t-elle, sa voix faisant reculer le policier. Luc, toujours à genoux, releva la tête, ses yeux croisant ceux de Claire. Un hochement imperceptible, un serrement silencieux. « Je suis encore là. » Dubois, acculé, tenta de frapper son marteau, mais ses mains tremblaient. « Sortez cette femme !» cria-t-il. Mais les huissiers, intimidés par la présence de Claire, hésitèrent. Elle se tourna vers la foule, sa voix désormais un cri de guerre. « Vous avez forcé cet homme à s'agenouiller, mais c'est vous qui devriez avoir honte. Luc Moreau n'est pas un criminel, c'est un héros que vous avez trahi. » Ces mots, comme un éclair, foudroyèrent la salle. Amira, reprenant son micro, cria « La diffusion continue. Le monde entier voit votre honte. » La pétition de Jamal, désormais virale, enflammait les réseaux, des milliers de Lyonnais se rassemblant dehors, scandant « Justice pour Luc !» La vérité, libérée par Claire, s'abattit comme une tempête. Dubois, incapable de soutenir le regard de la sénatrice, s'effondra sur son siège, le visage livide. Lefebvre, désespéré, feuilleta le dossier, cherchant une faille, mais n'en trouva aucune. La salle, divisée, s'effritait sous le poids de la révélation. Une vieille femme, la même qui avait défendu Moussa, se leva criant « Pardon, Luc !» Sa voix brisée rallia d'autres spectateurs, qui baissèrent la tête, honteux. Mais l'injustice, bien qu'exposée, laissait des cicatrices. Luc, enfin autorisé à se relever,
se redressa lentement, son dos droit, son regard toujours fixé devant lui. Il ne parla pas, mais son silence était une condamnation plus puissante que n'importe quel verdict. Quelques heures plus tard, le tribunal, vidé de ses spectateurs, semblait hanté par l'écho de cette journée. Dehors, la foule grossissait, brandissant des pancartes réclamant justice. La photo de Luc, agenouillé mais invaincu, capturée par un spectateur anonyme, devint virale, accompagnée du hashtag Jansch Justice pour Luc. Les médias, alertés par la diffusion d'Amira, disséquèrent l'affaire, révélant un passé trouble de Dubois. Des jugements biaisés contre des minorités, des plaintes ignorées, une carrière bâtie sur le racisme systémique. Le lendemain, Dubois annonça une pause, indéfinie, une retraite déguisée sous la pression publique. Aucun communiqué, aucune excuse, juste une absence qui parlait plus fort que ses marteaux. Lefebvre, lui, tenta de se défendre dans une interview télévisée, affirmant « J'ai suivi les preuves fournies ». Mais des archives, exhumées par des journalistes, révélèrent 3 autres affaires où il avait ciblé des accusés noirs, avec des accusations douteuses. Pas de condamnation, pas de prison, mais son nom, jadis synonyme de pouvoir, devint un symbole de honte. Les appels cessèrent, les portes se fermèrent, et il comprit que l'injustice, parfois, se venge par le silence. Luc, lui, refusa les caméras. Claire Vasseur, le retrouvant dehors sous la pluie, lui demanda s'il voulait poursuivre en justice. Il secoua la tête, sa voix basse mais ferme. La justice n'est pas une vengeance, c'est un souvenir. Il ne cherchait pas à punir, mais à laisser une trace. L'image de son genou plié, de son regard inflexible, de la vérité qui avait triomphé. Cette image, partagée par des millions, devint un cri de ralliement. Des associations anti-racisme organisèrent des marches, des vétérans prirent la parole, dénonçant le traitement des soldats noirs. À Lyon, un graffiti apparut sur un mur près du tribunal. Luc Moreau, le genou qui a fait plier l'injustice. Quelques jours plus tard, Luc rentra chez lui, dans un quartier populaire où les voisins, autrefois méfiants, l'accueillirent en héros. Moussa, courant vers lui, lui tendit un dessin. Luc, debout, entouré de lumière, avec les mots « Merci, héros ». Luc ne sourit pas, mais posa une main sur l'épaule du garçon, un geste plus éloquent que n'importe quel discours. Safia, les larmes aux yeux, murmura « Vous nous avez tous sauvés ». La communauté, touchée par son courage, commença à se rassembler, organisant des réunions pour lutter contre les discriminations. Le tribunal, lui, ne changea pas ses murs, mais quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Le siège où Luc s'était agenouillé resta vide, comme marqué par son ombre. Et dans les rues de Lyon, l'écho de cette journée continuait de résonner, porté par une vérité qui, une fois libérée, ne pouvait plus être ignorée.